Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Merci d'être là et bienvenue dans cet nouvel épisode. Alors, Francis, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité? Ben, tu sais, Phil, qu'il y a quand même ce drôle de fléau là, du vol de voitures au Canada. J'ai lu à quelque part là, que ça coûtait aux assureurs quelque chose comme 350 millions de dollars par année, ce qui est énormément d'argent, presque plus d'un tiers de milliard de dollars. Et essentiellement, puis Mario Dumont a fait une super bonne chronique dans le Journal de Montréal là-dessus. Essentiellement, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des provinces canadiennes, tu voles une voiture, mettons, qui vaut 50 000 $, faire un chiffron. Généralement, le gars qui commet le vol, là, il va revendre ça comme vite. Là, fait qu'il y a comme des intermédiaires. Et le prix, ça peut être quelque chose comme 5 000 $. Là, fait que tu vas, je vole ton char, puis je le revends à 5 000 $. Puis là, lui, il se démerde de l'exporter. Là, et donc, pour tout ça, la peine, souvent, c'était un genre de tape sur les doigts puis une amende. Puis l'amende, c'était 500 $. Fait que tu t'imagines que moi, je pourrais me faire prendre à tous les coups, puis éventuellement payer l'amende. Ouais, ça devient une business. Ça devient une business. Et évidemment, tu te fais pas prendre tous les coups. Fait qu'ultimement, c'était comme pas suffisamment punitif. Bref, tout ça pour dire, l'Ontario a déposé un projet de loi qui est quand même intéressant. Puis tu sais, je suis pas vraiment, moi, quelqu'un de la loi et l'ordre, mais je trouve qu'à quelque part, du point de vue strictement économique, il y avait un non-sens. Et donc, notamment, il augmenterait les sanctions là, en cas de vol de voiture. Mais l'autre élément, pour moi, qui est vraiment intéressant, c'est qu'il suspendrait le permis de conduire pour une période, pour la première infraction, de 10 ans. T'imagines quelqu'un là, qui est dans la business de voler des chars, probablement quelqu'un qui aime les voitures, là, de te balader pendant 10 ans, pas de permis, t'es vraiment... ta vie est un peu dans la merde, donc c'est très dissuasif. Tu te promènes en BMW Boss, métro. Ouais, c'est ça, merci. J'avais jamais entendu celle-là. Mais tout ça pour dire, donc, ils augmenteraient là, donc, les pénalités. C'est le premier ministre Ford là, qui dit qu'il voulait prendre des mesures beaucoup plus audacieuses là, pour vraiment rajouter des pénalités pour s'assurer que ce fléau-là cesse. Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a renchéri en disant que peut-être qu'il y aurait des mesures au niveau fédéral qui pourraient être mises aussi de l'avant là, pour arrêter ce fléau-là. Puis évidemment, M. Legault a été interpellé par les journalistes. Pour l'instant, il n'y a pas de projet de loi qui est à l'étude au Québec, mais ça pourrait venir également. Puis donc, si ça pouvait permettre là, de mettre un terme à cette espèce d'histoire-là. Puis tu sais, je trouve ça... C'est quand même bizarre que ça parte de l'Ontario parce que de ma compréhension de ça, c'est que le port de Montréal est comme le port au Canada. Ça part de l'Ontario, mais ça vient ici au Québec, puis c'est de là où ça s'est exporté, effectivement. Puis on a vu évidemment des véhicules là, qui ont été saisis là, au port de Montréal récemment. Là, je pense qu'en tout, il y a près de 1200 véhicules qui ont été arrêtés dans le transit là, depuis le début de l'année. C'est 2 fois plus que l'année dernière là, à pareille date. Donc, on voit que le fléau, là, il est loin d'être sous contrôle. Donc, avec des mesures un peu plus punitives, ça pourrait donner un désincitatif aux gens qui se lancent là-dedans. Autre annonce de la zone innovation, espace aéro, Boeing va investir 240 millions, Bombardier est hyper... Vu ça un petit peu? Ouais, non, je l'ai commenté cette semaine. Okay, bon. Parce que bon, Boeing met 240 millions. Le gouvernement du Québec va donner 90 millions. Mais pas à Boeing, à la zone. À la zone d'aération. Dans laquelle il y a Pratt & Whitney, Bombardier, un paquet d'autres. Encore une fois, pense, moi puis toi, là, on a une petite business, là, puis on a une enquête de l'Autorité des marchés financiers, puis on a une enquête de la Sûreté du Québec, puis on a une enquête de la GRC. Tu parles de Boeing? Admettons, OK? Admettons. Ouais. Tu penses-tu vraiment que je vais être reçu par le premier ministre? Ouais. Jamais. Boeing, en ce moment, une enquête de la Federal Aviation Administration, Authority, une enquête du FBI. Puis là, on parle de, criminel, falsification de documents. Il y a des gens qui sont morts. Les portes d'avion arrachent en plein vol. Les roues d'avion Les roues tombent. En tout cas, moi, j'ai décidé que je me promenais avec du duct tape quand j'embarque dans un avion maintenant de Boeing, nice. Comme je voyage bien. Non, mais puis Bombardier a raison d'être furieux.
des fois, il faudrait qu'ils se gardent un petit gêne parce que c'est une compagnie qui a été abreuvée à l'État. Ce qu'il en reste, parce qu'on sait de la C-Series, mais le Bombardier, Non, pas ce qui aujourd'hui. Mais tu sais, la création de Bombardier. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Boeing avait demandé au Congrès américain en 2007 de mémoire de mettre des tarifs douaniers de 300% sur les avions de Bombardier, tellement que le jet d'affaires à l'époque faisait mal. Alors, c'est un peu... Mais je comprends que pour Bombardier qu'on déroule le tapis rouge, que le gouvernement du Québec mette 90 millions. Je comprends dans la grappe, mais qui va aider Bombardier, qui va aider Boeing. Et Bombardier. Mais là-dessus, écoute, je donne partiellement raison à Bombardier. Moi, je pense que Bombardier est aussi un peu échaudé. Je ne sais pas si tu avais suivi. Je pense qu'on en avait parlé à l'émission. Le gouvernement du fédéral, toujours le même, avait aussi donné un mandat à Boeing pour des avions de surveillance. Avec une quinzaine d'avions. Sans appel d'offres. Et Bombardier faisait valoir qu'ils étaient capables de répondre, du moins à l'appel d'offres. Peut-être à la fin, il n'aurait pas été choisi, mais du moins qu'ils puissent participer. Puis même, je creusais encore plus loin que ça. À l'époque où la C-Series, la 220 s'appelait encore la C-Series, Bombardier souhaitait vendre à Air Canada et à Porter leurs appareils, qui étaient un petit 200 passagers, petit centre. Et on sait bien que Montréal-Toronto, c'est une ligne où il y a quand même un vol pratiquement par heure. Et il y avait cette idée qu'on pourrait faire arrêter les C-Series à Billy Bishop, qui est l'aéroport centre-ville, et pour des raisons liées au bruit, etc. Mais bref, le fédéral avait offert comme zéro support à Bombardier, alors que ça aurait essentiellement, peut-être que la trajectoire aurait été très différente si on avait reçu des dizaines de commandes de ces deux transporteurs canadiens. Donc, ça fait comme plusieurs fois que le fédéral un peu s'acharne contre, on dirait, Bombardier et son succès, qui a mené à son démembrement via Airbus. Puis en fait, dans l'histoire de remplacement des avions militaires, là, le contrat est octroyé, Bombardier a été payé, mais quand ils grattent, là, quand ils ont gratté les journalistes en Ontario, je pense que c'est du Globe and Mail, ils ont découvert que la carte secrète de Bombardier, de Boeing, c'était si tu ne me donnes pas le contrat, on fera plus le service sur les avions, les vieilles avions que tu as. Un peu ridicule. Tu comprends? Je sais pas si tu as vu ça. IKEA se lance dans le genre de buy now, pay later, là, à la Affirm, Afterpay, Sezzle. Ils ont fait un partenariat avec la Banque Royale, donc RBC, pour finalement offrir aux gens de venir magasiner chez eux puis d'acheter à crédit. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça va prôner la surconsommation. Moi, j'ai essayé Sezzle parce que je suis un habitué de Attitude Sport. Ouais. Puis c'est eux avec eux. Puis je l'ai essayé 2-3 fois juste pour voir. À un moment donné, je testais, tu sais, jusqu'à quand ça allait me dire que je pouvais plus acheter. Okay. Tu comprends? Ouais. Je le mettais tout sur 4 mois. Puis là, je me disais, bon, une bébelle, 400$, 100$ par mois. Puis là, je dis, bon, je vais en acheter un autre, 400$. Oh, puis là, j'étais rendu 200$ par mois. Mais à un moment donné, j'étais comme rendu à 300-400$ là, de mémoire. Là. Puis je pouvais continuer à acheter. Là, j'ai comme fait, wow, là, je vais arrêter. Parce que même moi, je me suis fait prendre au jeu de la surconsommation. Mais d'un autre côté, pour ceux qui ont besoin de s'équiper puis qui pourraient, tu sais, parce que tu ne payes pas d'intérêt, hein, c'est tout. Ça dépend. Ça dépend de la longueur, puis ça peut aller jusqu'à 10%, 9,99$, là, tu sais, fait que c'est pas donné. Évidemment, je pense que mon expérience, moi aussi, j'ai un peu expérimenté avec ça, Phil, mais mon expérience, c'est plus la période est longue, plus ils vont te demander de l'intérêt, ce qui est un peu paradoxal, tu sais, les gens plus fortunés peuvent payer plus vite, les gens moins fortunés payent plus longtemps et en plus payent de l'intérêt. Puis évidemment, je suis sûr que la RBC fait pas ça par grandeur d'âme, tu sais, je veux pas casser du sucre sur le dos des banques, mais essentiellement. Et donc, essentiellement, IKEA dit que c'est pour lutter contre l'inflation. Tu sais, j'ai pas joué moi du violon quelqu'un, là, mais essentiellement, t'as raison. Mauvaise ligne. En même temps... C'est dans le communiqué. Mais en même temps, je me disais, tu sais, bon, pour moi, IKEA, c'est associé à, tu sais, tu vas, t'achètes ta bricole, tu sors, là, puis tu t'assembles ta bibliothèque en sacrant un petit peu. Mais tu sais, entre nous, Phil, depuis que j'écoute la télé, depuis que j'ai 5 ans, je veux dire, les compagnies de meubles font ça. Là, non, mais nous payons les 2 taxes. Bro et Martineau, quand moi j'ai acheté mon premier set à 20 ans, écoute... Faisais ça? Ouais, ben tu payais rien pour un an. OK. Puis un an après,
18 C'était fou. Fallait que tu payes dans l'année. Fallait que tu payes sur un an. Tu avais un an pour payer. Mais ce qui s'est développé beaucoup, c'est cette idée en français, là, mais en anglais, d'installment, donc de paiement. Échelonner les paiements. Exactement. Fait que dans ton cas, effectivement, plutôt que d'attendre un an et de te faire tarifer 18 tu aurais eu comme un plan de paiement sur un an. Puis là, encore une fois, ce qu'on voit, c'est que ça pourrait être à 0%. Puis moi, jusqu'ici, quand j'ai expérimenté avec ces services-là, Phil, je m'assure toujours que ça soit à 0%. Ce qui veut dire que plutôt qu'effectivement, j'ai acheté une poussette là, comme ça pour mon garçon à crédit, mais c'était 400$ maintenant ou 4 fois 100$. Il n'y avait aucune charge d'intérêt. Dans les faits, j'aime effectivement aussi bien payer dans la durée que de payer d'un seul coup. Et puis, qu'est-ce qui te... autre chose, je ne sais pas si tu as vu, mais Réal Bouclin, oui, le même, groupe toujours. Sélection, notre ami, a décidé de diminuer son riche condo. Faudrait l'inviter à l'émission. Ouais. Et il est à vendre, son condo en Floride. Oui, d'accord. Ouais. À vendre. Quelques millions de dollars. 65 millions de dollars canadiens. Là, il est baissé à combien? Il a descendu de 13 Ça fait combien, ça? 55? Ouais, c'est ça. Bon. On pourrait se cotiser. Phil en régie. Ouais, c'est ça. Ça reste un peu en dehors de mes moyens. Condo qui appartient à des fiducies. Donc, il est insaisissable avec tous les troubles qu'il y a à Montréal. Je comprends. Alors, bon, ça m'a fait bien rire. Il y a des gens qui ont une autre vie que la nôtre. Oui, certainement. Et on termine peut-être, Phil, avec une petite note d'espoir. Là. J'imagine que tu as vu ça aussi, mais l'inflation canadienne a très légèrement baissé, mais on se rappellera que de février à février, elle était à 2,8. De mars à mars, elle était à 2,9. Elle avait augmenté, mauvaise direction. Là, on a rebaissé de 0,2 de point à 2,7 d'avril à avril. Ça reprend la trajectoire dans la bonne direction. Par contre, ça reste que de mois en mois, là, ça augmente. Hein? Puis on voit notamment des produits comme l'énergie, l'alimentation et le logement qui sont comme un peu genre... je sais pas comment dire, là, mais dans la pyramide de Maslow, mettons, pas mal à la base. Là, il y a encore de l'inflation importante. On parle de 6%, 4%, là, donc assez élevé. Ceci dit, comme j'aime toujours le rappeler, la portion logement, c'est un peu la faute de la Banque du Canada. Là. C'est le serpent qui se mord la queue. Quand les taux sont élevés, les prêts hypothécaires sont élevés, la construction de logements est plus chère, etc. Donc, ça crée une inflation de logement qui est expliquée par le taux directeur lui-même. Il y a une décision qui doit être rendue par Tiff Macklem et son équipe le 5 juin. Est-ce que tu fais partie du grand pari? Oui, non, mais moi, j'ai dit septembre. Ah oui, OK. Moi, j'avais dit septembre. Bon, parfait. Mais tu sais, le ministre c'est Girard, toi qui paye la bière, le ministre québécois des Finances, Girard, a dit à quelques endroits publiquement qu'il s'attendait à une baisse. C'est quand même bizarre que le ministre... c'est ça que le ministre québécois des Finances met de la pression. Non, mais tu te rappelleras qu'il y avait des premiers ministres qui avaient signé comme une lettre. Là. Je pense que c'était Doug Ford, le premier ministre, comme assez verbal, là, genre Monsieur Macklem, vous nous tuez, là, baissez le taux. Puis évidemment, c'était pas de leur maudite affaire. Puis je veux dire, autant ça fait mal aux Canadiens, autant c'était la bonne décision. Là, on voulait pas que l'inflation reparte à la hausse. Puis on voit, on n'est pas encore à 2% après tout ce temps. T'imagines s'il avait baissé ça il y a un an, comme le réclamaient les premiers ministres, on serait peut-être dans une toute autre situation. Mais l'économie serait ailleurs. Exactement. Mais écoute, il faut en prendre et en laisser. Je pense encore une fois, moi je tiens que le 5 juin, il va y avoir une première baisse de taux. On verra bien. Puis en septembre, ça va probablement être la troisième en septembre. Et là, après, tu paieras la bière, Philippe Richard-Bertrand. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez nous écrire à cube@ studio@cube.radio. Si vous avez des nouvelles, si vous avez des éléments, des réactions à nos actualités, n'hésitez pas à nous contacter. Philippe Richard-Bertrand et moi, on est aussi joignables sur Facebook, LinkedIn, Twitter, un peu partout. Bref, toujours un plaisir d'échanger avec vous. On se revoit un peu plus tard avec nos invités dans le prochain épisode, dans le prochain segment de l'épisode. Yes! Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Vous nous connaissez, on est des passionnés du domaine de l'immobilier, puis à chaque opportunité qu'on a d'en parler, on essaie de faire venir quelqu'un, puis qui de mieux qu'un habitué de l'émission, Pascal Laflamme. J'irai pas là. Non, écoute, 2 fois n'est pas coutume. Ouais, tout à fait. On verra bien si on en fait 203. Pas. Ou une hebdomadaire, pourquoi pas. Mais bref, ça pour dire Pascal Laflamme, donc DG adjoint chez Espace Proprio, chef de l'exploitation. En tout cas, et tout la carte d'affaires doit être assez... On en a plus une carte aujourd'hui. postale d'affaires.
Vous avez fait paraître récemment une étude sur le logement, une étude qui s'intitule Bien chez soi. Oui, Bien chez soi, exactement. Vous avez essentiellement sondé 2000 Québécois à savoir s'ils sont bien chez eux, puis ils ont dit oui. Ben, grosso modo, c'est ça qu'on se rend compte. On se rend compte que quand les Québécois sont chez eux, c'est là où ils se sentent le mieux. Oui, mais ça serait quoi l'alternative? Ben, ça serait quoi? Ils sont mieux dans le char. Ben, en fait, peut-être, au travail. Ce qui m'intrigue dans cette étude-là, donc évidemment, les Québécois sont à la maison sont bien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, j'imagine si on était en zone de guerre, peut-être qu'on ne répondrait pas aussi positivement. Mais ce qui m'intéressait, c'était plus comme quand on décortique là, tout ça. C'est quoi, déjà, peut-être les points forts là, qu'on peut faire ressortir d'une étude comme celle-là? Tu sais, les points forts qu'on se rend compte, c'est que les gens qui sont le mieux chez eux, c'est les gens en région. Okay. Donc, Abitibi, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie. Ouais, ça m'a un peu surpris, ça, je t'avouerais. En fait, ça peut paraître surprenant. Après ça, quand on demande c'est quoi le contraire, où les gens sont moins bien, c'est à Montréal. Ouais. Donc, c'est de la faute à Valérie Plante, ça, tu penses? Je pense pas que c'est de la faute à Valérie Plante, mais tu sais, quand ensuite de ça, on pose la question aux Québécois, c'est quoi que vous enviez, disons? Là, qu'est-ce que vous recherchez, que vous aimeriez améliorer? Ce qui ressort en premier, c'est la nature, puis c'est la tranquillité. Fait que c'est sûr que la nature, puis, la tranquillité. Je désignais Mme Plante à la blague, mais la deuxième pays-région, là, puis les scores sont assez positifs un peu partout, mais la deuxième, c'est la capitale nationale. Fait qu'essentiellement, c'est dans les métropoles où on est marginalement un peu moins bien chez soi parce que plus bruyant, moins de nature, etc. Exact. Par contre, l'attachement à la ville, Montréal et Québec font super bien. Ah oui, okay. Donc, peut-être justement parce que, plus dense, plus d'activité, plus de services. Donc, c'est comme le syndrome de Stockholm. Là, on aime notre bourreau. Là, c'est ça? Je veux dire, c'est parce que le truc, c'est que, tu sais, quand on demande aux gens qui sont justement en ville, tu sais, qu'est-ce qu'ils voudraient changer, la plupart du temps, c'est je voudrais plus grand. Plus grand en termes de terrain, en termes de logement, ce qui est un peu normal et tout. Donc, c'est ça. Mais chose certaine, c'est qu'il n'y a pas d'endroit parfait, mais de façon générale, les Québécois sentent que où ils habitent en ce moment, c'est pas loin de l'idéal, je dirais. C'est sûr, tu sais, la ville, c'est aussi là où il y a la concentration de culture, de restaurants, on aime la ville aussi. Une vie qui est différente. Moins de pieds carrés, mais beaucoup plus de choses à distance de marche potentiellement. Exact. C'est sûr, c'est intéressant. Vous n'avez pas corrélé ça avec le walk score, là, ou des affaires de même? C'est certain que si on le faisait, je pense que justement, cet aspect-là du walk score pour les gens qui sont justement en ville, mais là, ça scorerait bien. Par contre, au niveau des régions, c'est sûr que c'est moins là. Il y a d'autres statistiques intéressantes. Si je parle de télétravail, par exemple, il y a beaucoup moins de télétravail en région qu'il peut en avoir à Montréal. Donc ça, à Montréal ou en ville de façon générale. Donc ça aussi, ça nous permet de faire certains constats. Puis ensuite de ça, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui ont récemment acheté, vendu, rénové, par rapport à la population en général, leur taux d'être bien chez eux augmente. Fait qu'on peut penser que, justement, quand les gens déménagent ou rénovent, c'est pour le mieux. Puis à ce moment-là, on en retire des bénéfices, je dirais. Fait que c'est une étude ou c'est un pitch de vente pour Espace Proprio? C'est une étude. Puis en fait, la question est bonne, Francis. C'est pourquoi qu'on fait ça? T'sais, on fait ça pour connaître les grandes tendances. Oui, on partage les données, mais c'est aussi, ça nous permet de savoir, en termes de services, qu'est-ce qu'on doit développer, c'est quoi les attentes des gens, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a une question d'information là-dedans puis de curiosité, mais ensuite de ça, ça permet aussi d'aligner les équipes. Ça fait combien d'années que vous faites ça? En fait, c'est la deuxième étude. Okay. Sauf que la première, on a fait un truc pan-canadien. Okay. Fait que là, on s'est décidé de se concentrer sur le Québec. Évidemment, 2000, ça ne nous permet pas d'avoir un échantillon assez grand pour dire, c'est quoi la ville où les gens sont le plus heureux. Donc ça,
on reste en termes de région, mais je trouve que ça donne quand même des... Non, je te pose la question parce que tu sais que je suis économiste, moi, de formation, puis ce sera intéressant, là, puis tu sais, évidemment, moi, je cherche juste des opportunités de te réinviter, mais tu sais, dans 1 an, dans 2 ans, c'est-tu annuel? Oui, en ce moment, c'est annuel. Mais ce qui m'intéresse toujours dans des trucs comme ça, c'est de comparer dans le temps, c'est-à-dire est-ce qu'on est mieux chez soi ou moins bien chez soi, puis là, tu sais, des régions qui montent, qui descendent, pour plein de raisons, que ce soit l'urbanisme ou l'accès, comme tu dis, à la nature, les rénovations. Ou de nouveaux projets, des trucs comme ça. Est-ce que, tu sais, j'étais bien intrigué par ce volet-là, acheter, vendre, rénover, là, bon, évidemment, qui est votre cœur de métier, mais qui est aussi essentiellement la business de l'immobilier. Ouais. Tu sais, on vit dans une période actuellement, les taux sont élevés, tu sais, faire rénover sa maison, bon, si on prend la marge de crédit, c'est à 5, 6, 7%. Là, t'as des bons taux. Ouais, mais c'est plus cher qu'il y a 3-4 ans. Tout à fait. Et donc, on rénove-tu moins? Tu sais, le marché immobilier est un peu plus quand même calme, on achète, on vend moins. Fait, est-ce que ça va nous rendre moins heureux? Un peu comme... c'est sûr que dans l'étude, on n'a pas de questions spécifiques par rapport au taux directeur, des trucs comme ça. Sauf qu'il y a quand même une question au niveau financier. Puis il y a quand même 68% des Québécois qui nous disent très concernés ou concernés par justement l'économie puis leurs finances là, lorsqu'il vient le temps de parler justement d'habitation. Fait que c'est sûr que ça reste un peu à l'arrière-scène. Puis là, je sais que tu as mis un cercle sur ton 5 juin, sur ton calendrier. Je suis convaincu de ça. J'ai surtout beaucoup de paris avec plein de gens, Mario Dumont, Paul Larocque. Là, dans ma petite carrière de Québécois, là, j'ai pris des paris qualifiés. Pas trop de risques. Je pense que ça va baisser. T'es-tu prêt à t'engager en ondes, là, Pascal? J'irai pas là. Moi, j'ai dit sur toutes les tribunes que ça commençait le 5, mais là, écoute, je perdrai... Mes collègues Desjardins, là, économistes, là, Jimmy Jean et sont quand même assez confiants. Eux autres aussi pensent que ça va baisser en juin, mais bon... Si c'est pas en juin, ça sera en juillet. On le salue, Jimmy, d'ailleurs. Je l'écoute religieusement. J'ai 2-3 petites questions pour finir. Il y a quelque chose, moi, qui me fascine au Québec. Puis, que ce soit les réchauffements climatiques ou l'étalement urbain ou le dézonage de zones agricoles. Bref, il y a plein de raisons. On dit qu'on veut de la densité. Là. Puis, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais il y a une côté, mettons, la raison dit qu'il faudrait bâtir en hauteur, puis plus dense, etc. Et pourtant, votre étude, puis tu sais, beaucoup d'autres disent que c'est pas ce que les gens veulent. Essentiellement, les gens veulent des unifamiliales. Puis tu sais, même tu parlais des régions, des condos, il ne doit pas en avoir tant que ça en Abitibi puis à Gaspé. Là, essentiellement, c'est une affaire urbaine où essentiellement les gens sont un peu moins bien chez eux. Fait il y a comme un paradoxe, là, non? Je veux dire, l'avenir est à la densité, mais c'est là où on est moins bien relativement. Je te parlais des là où on est le mieux. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, c'est pas mal. Pas beaucoup de tours de 40 étages. Il n'y a pas beaucoup de tours de 40 étages. Puis je pense, là, j'ai pas tous les chiffres, là, il y en a beaucoup dans l'étude, mais je pense que c'est 73% des gens qui habitent en unifamilial. Fait que tu disais pas beaucoup de condos, mais ça veut aussi dire pas beaucoup de logements, pas beaucoup de des blocs appartements, etc. Oui, exactement. On est dans sa maison. Puis pas beaucoup de semi-détachés puis de maisons de ville. Puis c'est ce qu'on, en milieu urbain, de plus en plus, je veux dire, l'unifamilial va devenir quelque chose, là, quand on parle au futur projet, va devenir un luxe que peu de personnes vont pouvoir se permettre. J'ai acheté une maison, comme tu sais, il y a 2 ans, on en a déjà parlé, mais j'avais magasiné à Outremont, Westmount, Mont-Royal. Je n'ai pas acheté dans ces... c'est ça. Donc, je salue les gens qui habitent là. je les félicite. Bel accomplissement. Mais ce n'est pas nécessairement l'avenir, effectivement, de voir plus d'unifamilial dans un cadre urbain. Là. Exactement. L'espace est limité. Puis dans le cadre urbain, tu le vois aussi, en termes de revalorisation, quand tu as des vieux quartiers avec des maisons qui ont peut-être été moins bien entretenues et tout, ces maisons-là se font acheter, se font mettre à terre, puis... ils poussent un triplex ou juste une grosse piole à plusieurs millions de dollars. Là. Ou juste une grosse piole, c'est possible aussi. Dernière affaire qui m'intrigue, là, vous disiez, en fait, il y a toute cette notion là, au Québec du vieillissement de la population, là, qui est quand même un fait. On ne va pas se battre contre ça, mais les gens veulent vivre plus longtemps, à la maison. Puis bon, évidemment, ça va venir avec sûrement des aménagements particuliers. Je veux dire, c'est quoi un peu votre lecture là, de ce croisement entre vieillissement puis logement au Québec? Je pense qu'il y a 2 choses à travers ça. Il y a l'aspect du logement, puis il y a l'aspect de la facilité d'accéder à la propriété pour un premier acheteur.
Fait que ce qu'on voit comme tendance, puis là, je veux dire, c'est pas dans l'étude, mais je veux dire, c'est ce qu'on observe un peu sur le marché. De plus en plus, l'aspect multigénération, ça se passe de plus en plus. Je sais qu'il y a certaines villes, là, à Québec, là, c'était pas permis, on fait des changements pour justement le permettre, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de villes qui regardent un peu cette... Il y a un crédit aussi fédéral pour rénovation de multigénérationnel. Là, je pourrais pas, je vais pas me lancer dans... J'ai écrit un article là-dessus, je te l'enverrai. T'es plus au courant que moi. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup cet aspect-là où je pense que pour la plus jeune génération, ça peut être intéressant de vivre, d'accéder à la propriété peut-être via une maison multigénération avec les grands-parents ou les parents. Puis, je veux dire, on s'entraide ensemble. Puis après ça, quand les grands-parents quittent, etc., on reprend la maison. Puis on voit ça, ici, c'est moins connu, mais je veux dire, si on regarde partout dans le monde, il y a beaucoup d'endroits où c'est un peu le modus operandi. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui risque d'arriver aussi là, au cours des prochaines décennies, peut-être. Et qu'on puisse donc rester bien chez soi, là, comme le nom de votre étude, un petit peu plus longtemps. Pascal Laflamme, merci énormément d'avoir été avec nous à l'émission. Je rappelle qu'on peut télécharger l'étude espacepropriété.com, c'est sur votre page d'accueil, là, étude 2024. Et puis, ce n'est que partie remise, là, clairement. Avec plaisir. Nous, hein. La prochaine fois, j'essaierai d'avoir Phil Richard Bertrand, qui d'habitude co-anime avec moi. Il m'évite. Il est dans le trafic à quelque part, mais il arrive. Donc, à très bientôt, Pascal. Merci, Francis. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. C'est vraiment dans l'air du temps, Philippe, puis c'est aussi, je pense, une opportunité intéressante avec l'arrivée de l'été, puis tout ça. Puis en plus, il y avait le mois dernier, là, en avril, là, le Salon du véhicule électrique, puis le Festival des technologies vertes. Puis je me suis dit, ça serait intéressant de débriefer un peu, faire un état des lieux, ce qui se passe dans le domaine de l'électrification, de la décarbonation de l'économie. Fait que pour ça, j'ai pris contact avec Patrick Goulet, qui est président d'Énergie Solaire Québec. Bonjour, Patrick. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Bien, merci. Donc, en quelques mots, là, vous étiez donc de ces 2 salons et festivals là, en avril dernier. Oui. J'ai même été invité. Oui. J'ai lancé l'invitation à tout mon réseau LinkedIn. Et si on avait à peut-être faire un post-mortem, là, c'est quoi un peu, qu'est-ce qui était nouveau cette année ou c'est quoi un peu les tendances? C'est quoi l'état des lieux là, dans ces univers-là? Pour le solaire comme tel, là, il y a des avancées. Ça avance vite, là, la technologie. Okay. Elle s'est beaucoup perfectionnée. On est rendu dans des performances photovoltaïques au-delà du 20% maintenant. Okay. Quand tu penses C'était quoi il y a 10 ans? C'était à peu près 15-16%. Okay, fait que ça augmente. Oui, c'est une grosse différence. Là, 3% de production de plus. Ça paraît quand tu as un parc. Là, ça paraît. Là. Fait que c'est quand même gros. Et il y en a des beaucoup plus performants que ça, mais pour le coût comme tel, il y a encore. C'est ça. On n'est pas rendu là encore. Là. Quand j'ai dit, les plus performantes sont sur la station spatiale. Ça doit être moins cher. Non, mais moi, c'est 60%. Avec ce que vous parlez là, dans un autre segment, en fait, c'est toi qui nous as ressorti, Francis, que les Américains ont augmenté les droits de douane. Oui, Moi, je me demandais, de beaucoup. Sur là. 50%. Sur les panneaux solaires chinois. Puis la Chine... c'est 90% de la production mondiale. De la production mondiale. Mais ça affecte-tu? Est-ce que ça a déjà commencé à affecter le Québec? Ça va-tu l'affecter? Nous autres, on n'achète pas des Américains. Ça, c'est ce qui rentre aux États-Unis. Ouais. OK. Alors, nous, ça arrive de Vancouver, là, du côté ouest. Là. Alors, il n'y a pas de tarif douanier. Il n'y a pas de tarif. Peut-être qu'il y en a une. Je ne me suis pas vraiment... mais on n'a pas suivi la décision on n'est pas récente, dans le... Non, c'est ça. Parce que là, les Américains, ça commence à les énerver, les Chinois. Là, c'est sérieusement. Là, mais ce faisant, ils vont se priver de panneaux solaires. Là. Je ne sais pas, 50%. Moi, je pense que ça ne ralentira pas tant que ça. Parce que le coût d'énergie est tellement élevé dans certains endroits aux États-Unis que... j'ai hâte de voir là, exactement l'impact que ça va donner, là, parce que c'est tellement pas cher en partant, même s'ils ajoutent le 50%, je serais curieux de voir, on parle de quoi là, en fait de coût. Là, je me suis pas arrêté vraiment là, pour vérifier ça. Là.
On pouvait lire dans le New York Times récemment là, un article que j'ai mis moi sur les médias sociaux et qui m'a beaucoup intéressé. En Californie notamment, là, aujourd'hui, ils utilisent de plus en plus de solaire et ils combinent ça avec des batteries qui sont installées. Puis là, essentiellement, là, depuis 1 an, là, c'est impressionnant, là, la portion batterie qui s'alimente au solaire a permis de diminuer de moitié le recours aux énergies non renouvelables. Est-ce que c'est une voie qu'on va peut-être suivre éventuellement ici au Canada? Il va falloir poser la question à Hydro-Québec. Mais on va aller vers ça, c'est certain, les batteries, parce que là, bon, ils ont ouvert le premier appel d'offres de 300 mégawatts pour le solaire exclusivement. C'est certain qu'il va y avoir des batteries accompagnées de ces parcs-là, parce que le solaire, c'est le fun. On peut mettre ça n'importe où, ça produit right there. Il fait soleil, pouf, ça décolle. Par contre, parfois, cette production-là, tu n'en as pas de besoin. À ce moment-là. Bon, ici, on a déjà notre batterie, là, ça s'appelle l'hydroélectricité. Alors, quand ça produit là, vraiment fort avec le solaire, là, tu peux moins turbiner en haut, dans le nord, puis accumuler cette réserve-là. Ça, on le fait. Puis c'est un peu la beauté de notre position ici au Québec, là. C'est qu'on est assis sur une bombe énergétique. Là. Écoute, là, on a un bon ensoleillement, OK? Meilleur que l'Allemagne. Les Allemands sont les champions du monde là, dans le solaire. Puis, en plus, on a du bon vent, parce qu'on en a, là, OK? On a 4000 mégawatts, une affaire comme ça, d'éolien déjà, là, mais là, ça va s'ajouter avec les autres mégawatts là, qui s'en viennent. Là. Puis, on a l'hydroélectricité. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Là, on peut vraiment jouer avec tout ça. Là où on va... Oui, il faut vraiment travailler fort, OK? Puis Fitzgibbon, il n'arrête pas de nous le dire, c'est l'économie d'énergie. C'est bien beau en produire, là, mais si on peut en moins consommer, tant mieux, là, ça va faire ça de plus. Là. Prendre ta douche. Oui, on en a pas. Non, mon chauffe-eau est au gaz naturel. Ouais. Mais en fait, il y a Elon Musk aux États-Unis qui développe en ce moment, c'est comme une membrane que tu mets sur un toit. Ouais. C'est pour remplacer, là, je pense que c'est du bardeau là, que ça s'appelle. C'est du bardeau, mais énergie solaire. Oui. Puis après ça, tu mets une batterie en arrière de ta maison. À ce qui paraît, là, ça va être révolutionnaire. Là. Mais en fait, ça, c'est Tesla est arrivé le premier à faire l'espèce de bardeau là, de photovoltaïque. Ouais. Mais là, il y a une compagnie en Ontario qui s'appelle Mitrex, puis eux, ils fabriquent des panneaux solaires texturés, c'est-à-dire que là, ça peut ressembler à de la brique. Ça ressemble. Carrément, puis c'est vraiment destiné à les édifices dans les centres-villes, des endroits où tu peux pas vraiment mettre du solaire, mais là ta façade a produit. Comme ça, tu pourrais mettre, mettons, des panneaux de la couleur de ton chandail sur ta maison. Tu le regardais, il est flash. Et avoir le Pink House. Je voulais juste revenir sur la question de l'Allemagne, parce que c'est un exemple. Moi, on en a parlé hors d'onde, j'étais un fan du solaire, même si je ne participe pas activement à cette business-là encore, mais l'Allemagne a une capacité de solaire installée, fil de 81 gigawatts. Le Québec, c'est 61 centrales hydroélectriques, c'est 37 gigawatts. Fait que juste en solaire, l'Allemagne a 2 fois la capacité de tout notre parc hydroélectrique. Et quand on dit, puis ils ont comme 300 heures de moins d'ensoleillement que le Québec. Fait que c'est, puis on a du territoire. Puis je donne un peu mon petit pitch. Mais il faut quand même mettre un bémol avec ce que tu viens de dire. OK, là, on va revenir sur la terre parce que moi, là, je suis toujours un peu le rabat-joie avec le solaire. OK, je représente le solaire, mais j'aime ça rabat-joie là, parce que les gens, ils voient ça quasiment comme le Saint Graal. Là. On va se calmer un peu. Là. Mais ce que tu dis à propos de l'Allemagne, mais c'est pas 24/7. L'hydroélectricité, c'est 24/7, la production. OK? Fait que là, il faut nuancer tout ce que tu viens de dire aussi. Il ne faut pas que tout le monde parte en fou avec ça. On est complètement d'accord. Mais justement, revenons là-dessus. Là, tu parlais d'Hydro-Québec. Donc, je sais que le Hydro n'a pas été historiquement très favorable, ou en tout cas encourageante de cette filière-là. Elle veut surtout pas que tu t'équipes en solaire chez vous. Là. Mais ma vraie question, là, puis tu connais mieux ça que ça. Nous, Patrick, pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qui... Je veux dire, c'est des gens qui font de l'électricité, on dit qu'on manque de capacité de production. Pourquoi, si j'ai envie de claquer, je sais pas combien de 1000$, mais ça chez nous... Tout le monde devrait être content. Là. Je suis content que tu soulèves justement ton point sur moi, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Puis je les aide. Là. C'est correct ça, parce que regarde, on va y aller à l'envers avec tout ça. Quand là, les gens me demandent
OK, le solaire, est-tu rentable? OK, ça, écoute, c'est la question pendant tout le temps que j'ai été président d'Énergie solaire Québec. Là, ça, c'est la grosse question. Mais là, je leur dis, si tu te compares à l'hydroélectricité, non. OK? Bon, là, après ça, je leur pose la question. Je vais te poser une question à toi maintenant. Là. OK? Ton VUS, là, c'est quand est-ce le retour d'investissement de ça? C'est-tu rentable? Ton spa que tu t'installes, là, c'est-tu rentable, ça? La rénovation de ta cuisine avec des beaux comptoirs de granit, c'est-tu rentable? On pourrait dire que tu vas revendre ta maison plus cher, mais peut-être pas aussi cher que ça va t'avoir coûté. C'est ça. Au bout de la ligne, là, moi, ce que je dis aux gens, là, c'est vos affaires personnelles, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire avec votre argent. Fait que là, moi, ce que je trouve toujours déplorable, c'est qu'on a insisté beaucoup sur le coût par rapport à l'hydroélectricité en faisant dire aux gens, gars, c'est pas rentable pour toi, touche pas à ça. Là. C'est quasiment ça, là, tu sais. Faites vos calculs. Tombez pas dans le panneau, comme je vois encore dans le site là, de Hydro. Là, je trouve ça honteux. Mais là-dessus, spécifiquement, je suis économiste. Là, je sais compter jusqu'à 10. Là, Patrick. Et justement, je suis allé sur ce fameux onglet du site d'Hydro. Et j'ai fait faire, on en a parlé hors d'onde, j'ai fait faire des devis là, récemment pour chez nous. Je suis pas prêt à faire le saut. Le taux directeur est encore un peu élevé à mon goût pour emprunter de l'argent pour faire ça. Mais je trouvais que les chiffres d'Hydro-Québec étaient je ne sais pas si sont faux, mais en tout cas, ça a l'air d'être des chiffres de 2012. Là, tu comprends? Puis clairement, le prix des panneaux a beaucoup diminué là, depuis 10-15 ans. Puis moi, je sais calculer un taux de rendement. Puis tu sais, je te challengerai un peu. Le prix de l'électricité, en ce moment, il augmente de peu, là, mais 3% par année, alors que le prix des panneaux solaires, il baisse. À un moment donné, Christy, les deux courbes vont se croiser. J'ai calculé que chez nous, j'avais un taux de rendement d'à peu près 5%. C'est pas un super bon taux, mais c'est un taux. Là, tu comprends? C'est sur 20 ans, je vais rentabiliser ma patente. Puis si à chaque année, l'électricité augmente puis que le panneau solaire il baisse, à un moment donné, ça va être 6%, puis 7%, puis Christy, déplacement à 10% après impôt. Phil, t'en as-tu beaucoup dans ta vie? Tu comprends comme c'est dans quelques années, là, tu comprends? Mais je trouvais que Hydro continue encore aujourd'hui, paradoxalement, à faire une forme de quête contre cette initiative-là. Puis, tu sais, je vois M. Fitzgibbon, je vois M. Sabia, je vois toute cette gang-là qui sont quand même, guys, il faut trouver des solutions, il faut, tu sais, ils encouragent l'entreprise privée à investir. Pourquoi ils n'encouragent pas Frances Gosselin, puis Phil Richard Bertrand, puis Patrick à mettre 10, 15, 20 000, 30 000 piastres dans un système. Oui, mais Phil, tu comprends que la situation alternative, c'est de se battre contre des... Il y a vendre quand même. Tu vas voir le prestataire de service puis tu lui dis « Je vais m'équiper chez nous ». C'est un peu bizarre. Mais en fait, là... on parle à ta place. Non, mais c'est correct, là. J'ai pas besoin de rien dire. Moi, là, ils sont vendus. Mais explique-nous donc, encore une fois, la logique derrière tout ça, tel que tu la comprends. OK. Bon, premièrement, le calculateur qui est là, je pense que ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Fait que là, Hydro-Québec, faites mettre à jour. Là, parce que... Appelez Patrick Goulet, il va vous donner les derniers chiffres. Les vrais chiffres, là, moi, dans mon CA, OK, j'ai Yves Poisson. Yves Poisson, c'est un docteur en photovoltaïque. C'est le directeur là, du département de la recherche au CanMet Énergie à Varennes. C'est juste à côté de l'IREC. Un centre d'expertise. Là, lui, ses dernières études, parce qu'il est toujours en train de revoir là, où on est rendu où dans les coûts, puis c'est vraiment tout le côté mondial. Là, il fait partie de l'Association là, internationale d'énergie aussi. Là, il est vraiment impliqué dans ça. Puis la dernière fois là, que j'y ai parlé, ben là, on est rendu au coût du kilowattheure. Quand tu fais une installation solaire là, chez vous, résidentiel, le coût du kilowattheure dans des bonnes conditions, parce qu'il faut quand même spécifier ça, ben on est moins cher, un peu moins cher que la deuxième tranche qui a augmenté là, dans ton compte d'électricité après 44 kilowattheures. C'est ça. Fait que là, tu as la deuxième tranche. Fait que là, on est en dessous de la deuxième tranche. On est rendu là. Non seulement ça, mais tu sais, j'étais encore une fois un grand partisan. Moi, on parlait d'économie d'énergie. Là, moi, je joue à ça. Là.
tarif D, flex, le truc. Là. Mais tu sais, il y a des périodes actuellement où, pour moi, d'autoproduire éventuellement de l'énergie l'hiver, je vais sauver non pas 9-10 cents, mais 50 cents du kilowattheure parce que j'ai de la tarification dynamique. Fait que c'est sûr que dans ces périodes-là, je veux des alternatives. Puis actuellement, des alternatives, je ne vais pas mettre une éolienne sur mon toit. Je pourrais avoir des accumulateurs, là, des batteries et tout ça, mais le solaire, c'est quand même une alternative qui n'est pas inintéressante. Non, mais en fait, là, tu sais, l'hiver, de moins d'ensoleillement, mais là, bon, la période de pointe, quand elle arrive, il fait noir. Oui, mais il faut donc une combinaison avec des batteries. Les batteries vont aider justement à écrêter la pointe. Justement, tu sais, mais là, les investissements dans les batteries aujourd'hui, c'est pas donné. C'est cher, c'est pas donné encore, là, mais il y a quand même beaucoup plus de gens qui veulent avoir un système hybride qu'on appelle. C'est-à-dire que là, tu as mesurage net et tu as aussi des batteries en backup si jamais il y a une panne. Puis il y a beaucoup de pannes maintenant. Il y a beaucoup plus de gens qui se plaignent des pannes. Je reçois des appels. On est en train de convertir Philippe, là, je le vois dans le regard. Je suis en train de comprendre pourquoi on a mis 20 milliards dans filière batterie au Québec. On va avoir des batteries. Pour ça, on va avoir des batteries. On a une grosse batterie dans le Nord. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. Mais les systèmes hybrides, là, ils deviennent de plus en plus populaires justement parce que les gens se sentent insécures. Puis ça a commencé, là, ça a vraiment là, déclenché là, quand on a eu la COVID. Écoute, c'était fou, là, les installateurs, je parlais avec eux, puis ils étaient occupés, là, tout le monde voulait foutre le camp dans le bois, se cacher. Puis là, ça voulait avoir des batteries, du solaire. Let's go. Là. On est tous un petit peu survivalistes pendant la COVID. Surtout, imagine, tu es confiné à la maison puis tu n'as plus d'électricité, mon gars. Tu n'as pas de. Il y a même à un moment donné, les parcs régionaux étaient fermés. Tu ne peux même pas aller marcher dans le bois. Je voulais finir avec, évidemment, un petit côté économie familiale. Mais il existe au Québec des subventions. Au Canada, je pense que c'est des subventions fédérales. Oui. Mais là, parlons de ça. On va parler des subventions. Okay. Là, dans le résidentiel, on va rester juste dans le résidentiel. Il y avait une subvention fédérale, là, c'était 5 000 $. En fait, c'était 1 000 $ par kilowatt jusqu'à concurrence de 5 000. Mais là, il n'y avait plus d'argent. Ils ont pogné, c'est fini. Tout ce qui reste maintenant, c'est un prêt sans intérêt remboursable sur 10 ans. Puis tu peux emprunter jusqu'à 40 000 $. Okay. Il y a 40 000 $. Sans intérêt. Sans intérêt sur 10 ans. Oh! Demain, l'installateur va être là. Tu peux faire une belle installation avec 40 000. Tu sais. OK. Fait que prêt sans intérêt, c'est ce que je veux dire. Puis ça, c'est le fédéral qui assure c'est juste le fédéral. Au provincial, on n'a absolument rien pour l'instant. Non, c'est étonnant. Puis drôlement, le Québec a un leadership incroyable en matière d'électricité, là, de manière générale. L'énergie en genre, puis c'est pas la province qui est actuellement en train de l'idée sur cet univers-là du solaire, mais ça va peut-être changer. Là, ça va changer. Je vois les signaux, là, puis je participe beaucoup à des colloques. Puis je vois là, qu'il va y avoir un changement. Là. D'ailleurs, Hydro-Québec avait annoncé qu'ils vont offrir à 125 000 clients une installation solaire là, avec un... Je ne sais pas ça va être quoi le programme exactement. Là. On n'est pas encore dans les détails de ce qu'ils ont annoncé, mais on sait qu'il y a 125 000 clients au Québec qui vont bénéficier d'un support quelconque de Hydro-Québec. Fait que je vais sûrement envoyer mon nom à quelque part là-dedans. Patrick Goulet, c'était super intéressant. J'invite les auditeurs à aller visiter esq.québec, c'est le site d'Énergie solaire Québec. Puis, petit plug en passant, il y a sur le site un répertoire des installateurs. Installateurs consultants. Si vous voulez avoir un devis, Phil, je te sens prêt à cueillir le fruit. Tu iras voir ça après l'émission. Et puis, évidemment, les auditeurs peuvent aussi s'informer là, sur le site. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, ça m'a fait plaisir. Très apprécié. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. On est rendu à l'étape de notre fun fact économique. Francis va nous expliquer pourquoi il ne faut pas trop épargner. C'est la première fois que j'entends ça. Ça s'appelle le paradoxe de l'épargne. Le paradoxe de l'épargne, Philippe, on connaît ça aussi comme le paradoxe de la frugalité. C'est un concept qui a été popularisé par un économiste, John Maynard Keynes. Ça dit quelque chose? Keynes, là, parenthèse, du
keynésianisme, ça dit quelque chose? Non plus. Le keynésianisme, c'était de John Maynard Keynes, qui soutenait qu'en fait, l'intervention gouvernementale était nécessaire pour stabiliser l'économie. Et donc, essentiellement, que dans les périodes où ça allait bien, l'État devait rembourser ses dettes. Et quand ça allait moins bien, il devait faire des déficits pour, encore une fois, jouer un rôle stabilisateur. On appelle ça le keynésianisme. Actuellement, un peu partout en Occident, comme aux États-Unis, actuellement, l'économie va super bien et on fait quoi? D'immenses dettes. Fait que c'est de l'anti-keynésianisme essentiellement. Mais bref, passons. Fait que John Maynard Keynes, toujours, il suggérait en fait que si tout le monde essayait d'épargner plus en même temps, dans le fond, parce que pour collectivement, raisons, là. Comme certains pays, le Japon, par exemple, a un taux d'épargne phénoménal dans le monde. Eh bien, le problème, c'est qu'en fait, ça fait que la demande pour les biens et services diminue. Et donc, ça entraîne quoi? Un ralentissement économique, voire une récession. Et puis, en période de récession, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que là, les individus veulent épargner davantage par précaution. Mais là, l'augmentation de l'épargne a réduit encore la consommation et les investissements. Fait que ça aggrave la récession. C'est un cercle vicieux. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu une fallacie de composition. Là. Donc, c'est-à-dire que ce qui est vrai pour un individu, tu voudrais, toi, épargner, tu voudrais te protéger essentiellement, ben c'est pas vrai pour l'ensemble de la population. Donc, il y a comme une déconnexion, si tu veux, entre les choix individuels qui sont, oui, optimaux, là, ou les meilleurs choix pour un ménage, pour une famille, et les choix, en fait, l'impact de l'ensemble de ces choix-là sur l'économie globale. C'est intéressant parce que John Maynard Keynes, qui est quand même un économiste très respecté, etc., en développant cette idée là, du paradoxe de l'épargne, paradoxe de la frugalité, il se retrouve un petit peu en porte-à-faux avec l'idée de la main invisible là, qui avait été développée par Adam Smith. Puis je sais pas si tu es familier avec l'expression, mais l'idée de la main invisible, c'était que si toi, tu prends tes décisions bonnes pour toi, puis moi, je prends mes décisions bonnes pour toi, moi, puis lui, puis elle, puis la somme des décisions optimales pour chacun fait que la main invisible du marché va rendre une solution optimale pour tout le monde. Ben, Maynard Keynes, dans le fond, puis c'est encore une fois, c'est un économiste, là, on parle des années 60, 70, est un peu venu se mettre en porte-à-faux avec cette théorie de la main invisible et donc dire que c'était pas toujours vrai que la somme des décisions économiques individuelles menait au bien-être collectif. Puis on le voit évidemment aujourd'hui. Parce que c'était tout le monde est moi, à un moment donné, collectivement. Adam Smith t'aurait dit que c'était la meilleure façon de rouler l'économie, mais effectivement, ça correspond à une vision un peu libertarienne ou très, très hyper libérale de l'économie. Quand tu le positionnes sur un axe républicain, démocrate, ça se fait-tu ou je... Ben, un peu. Je pense que, en tout cas, le keynésianisme, là, qui n'est pas le paradoxe de l'épargne, ce que je t'expliquais de lycée, tout ça, ben évidemment... Plus démocrate, je sais pas, plus démocrate, effectivement. Mais tu sais, aujourd'hui, les républicains, drôlement, sous Trump, ont fait des grands déficits. C'est ça. Ils sont assez interventionnistes, sont plus dans le repli économique, dans l'intervention. Fait que ce qui était vrai à l'époque, il est un petit peu moins. Je mets ça plus sur un axe, mettons, libertarianisme et socialisme. Si tu veux, qui est bizarrement, il y a des affaires aujourd'hui dans le Parti républicain qui sont quasiment sociaux. Fait qu'en tout cas, c'est plus aussi vrai que ce l'était. Mais je suis certain que, mettons, au Canada, où notre espèce d'échelle gauche-droite est un petit peu plus traditionnellement définie, là, entre, mettons... Plus nuancé. Plus nuancé, mais en tout cas, avec quand même un parti de gauche, des partis de gauche et des partis de droite, ça se cale un petit peu mieux. Donc voilà, c'était le paradoxe de l'épargne. Donc, n'épargnez pas trop, I guess, mais quand même épargnez parce que c'est la bonne chose à faire pour vous. Vous êtes à l'écoute de Prends pas ça pour du cash. Écrivez-nous à studio... J'ai bien de la misère à ça. studio@cube.radio. Vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires. On est toujours ravis de vous entendre. C'était notre épisode pour aujourd'hui. Phil, tu te sens bien? Très bien. On se revoit la semaine prochaine. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.